communiquer, que ça soit du côté de l'employeur, que ça soit du côté du salarié, parlez, dites que vous avez la trouille, dites que vous avez besoin d'aide et l'aide viendra. Finalement, on a tous envie d'aider quelqu'un et on ne sait pas comment s'y prendre. Et si l'autre dit j'ai besoin d'aide, à ce moment-là, il ouvre la porte et tout est gagné. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Résilience. Aujourd'hui, nous allons parler de l'absence au travail. Mais plutôt que de vous dire ce que j'en pense, j'ai préféré m'entourer d'experts. D'ailleurs, je vais vous les présenter tout de suite. Je vais laisser la parole à une dame qui est à l'aise à l'oral. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Sophie Aubrin et je suis médecin du travail sur le service de la Côte d'Opale. Et en plus, au sein du service, je suis responsable de la cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle. Très bien, superbe. À côté, je vois aussi une dame qui a l'air très à l'aise. Est-ce que vous avez vu son sourire quand même, hein? Elle le garde pendant toute l'émission. Carole, comment vas-tu? Très bien, Emmanuel, contente d'être ici, donc je vais bien. Je m'appelle Carole Berthaud, je suis patiente experte diplômée. Qu'est-ce que c'est un patient expert? On me pose souvent la question. Bien, c'est un patient qui a appris à transformer son expérience en expertise et je suis également très impliquée dans une association qui s'appelle Oser rebondir. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je vais aller de l'autre côté de la table et je vais aller voir Sophie. Bonjour. Alors, pas du tout, Manu. Je m'appelle pas Sophie, mais Sylvie. C'est superbe, on était voilà. dedans. Très bien. Donc, Sylvie Lécardé, je suis chargée de mission sur la thématique prévention de la désinsertion professionnelle au sein du service social de la CARSAT, donc auprès des assurés en arrêt de travail. Très bien, merci beaucoup. Alors là, je ne me tromperai pas. Là, je suis sûr du prénom. Martin. Bonjour à tous, Martin Dedeux. Donc, moi, je suis responsable de projet au sein de l'association Ciel Bleu et je suis expert en activité physique adaptée. Très bien, superbe. Eh bien, j'ai un parterre d'experts et ça va me permettre de pouvoir lancer l'introduction. Alors aujourd'hui, si je vous parle de diabète, de cancer, de maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques, en fait, c'est une affection de longue durée, ALD, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Souvent associée à une invalidité ou à la menace de complications graves. Elle évolue lentement et ça nécessite une prise en charge pendant plusieurs années. Si 15% de la population active est aujourd'hui touchée, le taux devrait toucher 25% dès 2025, selon l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et ça m'amène à ma première question que j'ai envie de vous demander. Cette fois-ci, ça sera à Sylvie pour commencer. Est-ce que tu peux me donner une définition pour les gens qui nous écoutent du terme maladie chronique évolutive? Eh bien, finalement, mais tu as déjà dit beaucoup de choses, Manu, sur le type de pathologie, cancer, diabète, sclérose en plaques et encore beaucoup d'autres affections. C'est dès le moment où ça génère en fait un problème de santé qui va avoir un impact, bien sûr, sur la vie privée, la vie personnelle de la personne, mais aussi l'impact en fait sur la vie professionnelle. Ça pourra nécessiter à un moment donné un passage en invalidité, en fonction un peu du type d'affection. Mais effectivement, je confirme, il y a bien de plus en plus d'identification et de reconnaissance de maladies. Donc, on risque d'avoir de plus en plus de salariés ou travailleurs indépendants touchés par ce problème. Alors, par rapport à ça, au sein de la vie de l'entreprise, est-ce que le salarié il doit communiquer le motif à son employeur? Alors, je regarde en fait juste en face Sophie qui va me dire non, pas du tout. Il n'y a pas d'obligation au niveau du salarié ou de la personne en fait de communiquer sur la maladie. Peut-être la personne la plus appropriée serait, je pense en fait, Sophie le confirmera, le médecin du travail en fait à qui il est judicieux en fait d'en échanger, mais il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment après une relation de confiance, entre l'employeur, le collectif travail, voilà. Très bien, superbe. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il est quand même bien de nous dire que les salariés nous disent quelle est la maladie qu'ils ont. Ça aide un tout petit peu pour les aider. Maintenant, on ne dit pas à son employeur ce qu'on a, mais tout le monde, finalement, il y a toujours des mots qui vont filer et on ne saura pas forcément ce que ont les gens, mais globalement, si c'est la tête ou si c'est les pieds. Oui, d'accord, on aura une idée globale de ce qui peut arriver. Carole, tout à l'heure, tu m'as dit dans ta définition quand tu t'es présentée, tu peux me redire le nom un petit peu pour les gens qui nous écoutaient? Alors, le mot exact, c'est patient expert. Alors, personnellement, je déteste ce mot expert. J'aime bien utiliser patient partenaire, mais
Je l'utilise rarement parce que les gens comprennent encore moins. Et c'est ce que je disais, c'est un patient. Donc, je suis retournée sur les bancs de la Sorbonne, Paris, pour aller y chercher en fait une légitimité, puisque dans mon parcours, donc moi je suis spécialisée en cancérologie, c'est le titre de mon DU, mais je me sentais pas légitime. J'ai fait beaucoup d'accompagnement et voilà, et c'est ce qui m'a poussée à aller sur les bancs de la Sorbonne Paris. Ouais. Je suis allée y chercher une certaine légitimité. J'en suis ressortie avec bien plus, et c'est une année universitaire qui a été absolument génial pour moi et que je n'oublierai jamais. Oh, super, bon, très bien, je vois ça. Bon, ben moi je suis content. Je sais que maintenant, si j'ai besoin d'avoir des informations, je vais aller voir Carole. Carole, plus précisément par rapport à la thématique dont on parle, toi, quand tu disais patiente, ça veut dire que il t'est arrivé d'avoir une maladie. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous partager ton témoignage? Alors effectivement, dans patient expert, il y a expert, mais il y a aussi patient. Donc j'ai été touchée par un cancer il y a maintenant 8 ans. Et ça, c'était un véritable tsunami. Je m'y attendais pas. Hein. Contrairement à des cas, moi, j'avais pas de boule, aucun signe en tout cas. Et c'est juste un bilan de contrôle. C'est juste de la prévention que j'ai fait. Et je suis allée à partir de ce bilan. On partait de quelque chose de très petit et finalement, je suis allée de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. Donc moi, j'ai fait le choix d'informer mon employeur puisque je travaillais dans l'industrie. Hein, j'étais responsable logistique. Et je n'étais jamais absente. Je travaillais avec une angine, je travaillais avec de la fièvre parce que j'avais un service. Moi, j'étais en logistique, donc je travaillais avec tous les services et je ne voulais mettre en difficulté aucun de mes collègues ni aucun service. Et donc, j'ai fait le choix de prendre rendez-vous avec ma directrice ressources humaines et mon directeur général. Et j'ai mis les mots. Je leur ai dit, voilà, je suis atteinte d'un cancer. Donc, moi qui ne suis jamais absente, là, je risque d'être absente plusieurs mois et en fin de compte, ça allait être même 3 ans. Oui, j'imagine, alors, dans ces cas-là, il y a des répercussions professionnelles et personnelles, c'est ça? Oui, alors effectivement, une maladie chronique, pas que le cancer, mais moi, j'appelle plus ça une épreuve de vie marquante, puisque finalement, le cancer, c'est une épreuve de vie marquante, mais plein d'autres maladies chroniques, on va être confronté exactement aux mêmes choses. Je savais que après, j'allais passer par tous les traitements lourds, donc 2 interventions chirurgicales, de la chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Chacun de ces différents traitements ont eu une répercussion sur ma vie personnelle, mais également professionnelle. Et moi, j'ai voulu informer mon employeur tout de suite. J'ai vraiment voulu communiquer pour que les choses soient fluides des 2 côtés, finalement. Oui. Et quand tu l'as fait, comment tu t'es senti? Est-ce que c'était facile? Est-ce que ça a été compliqué? C'est vrai j'imagine aussi que l'employeur, c'est pas facile pour lui de recevoir la nouvelle. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu? Alors, ça a été facile pour moi de l'annoncer parce que j'ai un côté, je suis quelqu'un qui aime que tout soit juste, honnête, et je ne voulais pas mentir. Je supporte pas le mensonge. Donc, ça n'a pas été si dur que ça à le dire. Par contre, je me suis quand même effondrée en leur annonçant. J'ai pas vu venir cette réaction, mais je me suis effondrée. J'ai juste eu une réaction. Alors, c'est pas du tout pour incriminer, là, ce que je dis. C'est vraiment pour montrer ce qui existe, parce que je pense que ça partait, d'une maladresse certainement, mais plus d'une méconnaissance de la maladie. J'ai ma responsable ressources humaines qui m'a dit, qui m'a serré la main et qui m'a dit, bon courage Carole, j'ai ma voisine qui vient de perdre sa meilleure amie du même cancer que toi et elle est partie en 6 mois. Eh bien voilà, c'est le message qu'on attendait tous. Alors, c'est pas pour incriminer les entreprises, loin de là, c'est vraiment pour montrer l'importance de préparer les choses en amont et ensemble. Très bien. Alors, Sophie, je me permets de revenir vers toi. Quelles sont les obligations et les droits de l'employeur lors de l'absence prolongée du salarié dans le cadre d'une MCE? Alors, les choses ont changé en 2021. Jusqu'à août 2021, et notre nouvelle loi, les employeurs ne devaient surtout pas appeler leurs salariés parce qu'autrement c'est de l'ingérence, du harcèlement, des trucs très terribles. Et avec la loi de août 2021, on leur dit il faut que vous preniez rendez-vous, il faut que vous preniez des nouvelles de vos salariés et on instaure dans la loi le rendez-vous de liaison qui est une invitation, après 30 jours d'arrêt de la part de l'employeur, une invitation de son salarié à venir le rencontrer pour envisager avec lui ce qu'on pourrait faire pour qu'une reprise de travail se passe bien, qu'elle soit rapide
ou qu'elle soit beaucoup plus éloignée. Et ça permet d'avoir un rendez-vous. Le problème, c'est que les employeurs sont très réticents parce qu'ils ne connaissent pas et ils se disent mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et on a surtout peur que la maladie vous saute dessus et c'est du coup très angoissant pour l'employeur. Nous y sommes associés, c'est-à-dire que l'employeur nous dit j'ai invité mon salarié et après il nous envoie le compte-rendu de ce qu'ils se sont dit. Et lors de ce rendez-vous, l'employeur va largement dire à son salarié, allez voir la médecine du travail, allez les voir, ils ont peut-être des choses à vous proposer pour vous aider. D'accord, mais comme tu disais tout à l'heure, ils sont encore frileux, ils ne savent pas vraiment quoi faire, ça les inquiète un peu? Ah, ça les inquiète, parce qu'ils sont pas du tout dans leur zone de confort. Quand vous êtes des RH et que vous dirigez du personnel, vous n'avez pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui vous dit « je vais mal ». Vous avez surtout envie qu'ils vous disent « je vais très bien ». C'est plus facile. C'est plus facile. Sylvie, j'allais dire Sophie encore une fois. Oui, T'as vu, tu vas m'en vouloir à force. Non, j'aime beaucoup Sophie. D'accord, ok. Bon, on va changer. On a décidé de changer les prénoms dans cette émission. Quels sont les interlocuteurs dans cette période et leur rôle pour l'employeur et le salarié? Parce que là, on a vu que c'était déjà pas facile, mais en plus, il faut connaître les bonnes personnes et les bons interlocuteurs. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors, la première personne principale, c'est d'abord la personne elle-même, en fait. Hein. Carole l'a dit, Sophie aussi, Manu, pardon, décidément, pourra aussi le repréciser. C'est d'abord, en fait, une mobilisation de la personne, en fait. Hein. Mais autour de lui ou d'elle, on va trouver, en fait, différents services. Alors, on pourrait regrouper, si j'avais pu faire un schéma ou un tableau, je l'aurais fait, Manu, mais on l'a pas mis à disposition, donc voilà, tant pis. Donc, je vais l'illustrer. On aurait peut-être plus une partie qui va concerner tous les médicaux. Donc, Sophie expliquait le médecin du travail qui va pouvoir là statuer, regarder son aptitude au regard de l'état de santé et des séquelles que ça a. Mais la première personne, c'est bien le médecin traitant, puisque c'est lui qui va initier l'arrêt de travail, qui connaît au mieux en fait son patient et qui va pouvoir en fait lui aussi réfléchir avec le salarié ou le travailleur indépendant sur s'il y aura possibilité de reprendre ou pas son activité professionnelle. On peut aussi englober les spécialistes, voilà, c'est vraiment toute la partie médicale. Et bien sûr, il y a aussi le médecin conseil de la sécurité sociale qui à un moment donné convoquera en fait ou une infirmière du service médical ou contactera la personne qui est en arrêt de travail pour échanger par rapport à l'arrêt de travail, voir si comment se passent les soins et si à un moment donné on peut évoluer ou pas vers une invalidité en fait en fonction de l'état de santé. Ça dépendra vraiment. Donc on a vraiment les médicaux. On va retrouver après, bien sûr qu'il y a l'employeur, c'est vraiment un incontournable et toutes les instances en fait qui sont autour de l'employeur, les instances représentatives du personnel. Dans le parcours de la personne et dans ce qui va être mobilisé, il y aura aussi la caisse primaire qui continue en fait pendant l'arrêt à verser les annuités. J'ai toujours du mal. Les indemnités journalières pendant l'arrêt et qui, s'il y a des actions de remobilisation, un bilan de compétences, des actions qu'on pourra développer un peu plus, qui sont rédigées, mises en place pendant l'arrêt, qui validera ces actions. Et puis après, on a en fait des services que j'appelle des services d'accompagnement. Alors, on va retrouver le service social de la CARSAT, donc le service dont je fais partie, qui va accompagner les personnes qui sont en arrêt de travail. On va proposer en fait notre service pour conseiller, déjà poser ses valises, après conseiller, orienter, accompagner, faire le point sur les démarches en fait vers le médecin du travail, vers le médecin conseil, pour pouvoir construire et élaborer un projet professionnel qui puisse être adapté au nouvel état de santé. Je me permets, je te coupe pendant cette petite... Tu le savais, ça allait arriver. Carole, toi, quand tu entends tous ces acteurs, est-ce que tu as vécu ton aventure avec l'ensemble de ceux-ci ou pas du tout? Alors aujourd'hui, je les connais, tous ces acteurs aujourd'hui, je les connais, mais donc moi c'était il y a 8 ans et honnêtement, il y a 8 ans, c'était le parcours du combattant. Et pourtant, je suis pas celle à rester comme ça chez moi et à attendre que ça me tombe tout cuit dans le bec. Je peux vous dire que je suis allée chercher, mais j'ai pas eu la chance de rencontrer les bons acteurs en tout cas. D'accord. Sylvie, je reviens vers toi parce que tu es encore une fois en train de nous donner vraiment un panel qui est grand et on voit qu'il y a eu de l'évolution en fait depuis et c'est ça qui est vraiment intéressant.
je ne te coupe plus. Non. Quels sont les autres services ou les autres interlocuteurs qu'on va avoir? Alors après, on aura des partenaires qui sont plus des opérateurs en fait du maintien. On va retrouver Cap Emploi en fait, qui pourra à un moment donné, dès le moment où il y a une reconnaissance qualité travailleur handicapé qui est actionnée, et bien donc accompagner aux côtés du médecin du travail, aux côtés de la personne et des services sociaux qui interviennent en fait, pour justement reprendre une activité adaptée. Et on retrouvera également Comet en fait, et bien sûr en fait on a un partenaire incontournable en fait, qui était le médecin du travail, mais qu'on a déjà évoqué. Voilà. Donc c'est vraiment tout cet écosystème en fait qui se met en place autour en fait du salarié, autour du travailleur indépendant en fait, même si certains acteurs on les retrouvera moins pour les travailleurs indépendants, mais qui vont s'agencer, s'organiser pour permettre et faciliter une reprise d'activité. Alors peut-être au même poste. Peut-être pas, il y aura peut-être des aménagements, ça sera peut-être une nouvelle orientation professionnelle, mais il y a en fait, Carole est dans une association qui s'appelle Oser rebondir, et bien c'est ça, c'est comment en fait finalement de la maladie, on actionne un peu tous ces acteurs pour rebondir, c'est ça. Alors là-dessus, si je reprends, vous me dites si j'ai bien tout compris, et je regarde tout de suite Sylvie, parce que je pense que si ça va pas, elle va me dire Manu, ça va pas du tout. On a eu les médicaux, d'accord? Donc dans les médicaux, on avait le médecin traitant spécialiste. Ensuite, on avait le médecin conseil. On avait le médecin du travail. Juste après, on avait l'employeur et les différents représentants du personnel. Là-dessus, on avait la CPAM. On avait les services d'accompagnement. Carole, t'es d'accord avec moi aussi? Complètement. Le service social d'entreprise et les opérateurs de placement spécialisés. Oui, mais Manu, c'est bien, t'as bien fait. Ouais. C'est bon, Mon prénom, c'est moi. Mais Alors bien sûr, si vous avez des questions sur ce podcast ou si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à la poser en commentaire et on se fera un plaisir de relayer les questions aux différents experts que nous avons autour de la table. Maintenant, vous avez pu voir que depuis tout à l'heure, nous avons quelqu'un qui est assez concentré et qui est sur le côté et qui se dit « Manu, quand est-ce que je vais parler ?» Martin, tu sais que c'est ton moment là? Ah, merci. J'attendais avec impatience. Moi, je tiens à rebondir sur ce qui a été dit, sur ce que disait Carole. Il y a effectivement dans ce tissu d'interlocuteurs de nombreux acteurs. Et l'enjeu, c'est de se réunir et d'être finalement des maillons d'une chaîne qui, côte à côte, peuvent faire en sorte que l'accompagnement sera encore plus adapté et permettra vraiment à la personne de s'en sortir du mieux possible. Donc voilà, et moi je suis très content de faire partie de cette table ronde qui représente finalement un peu tous ces acteurs-là. Moi je peux vous parler un peu d'une association que je représente qui s'appelle Ciel Bleu, qui a été créée il y a plus de 25 ans maintenant, autour d'un concept qui est de se dire que on a identifié plein de choses qui se font déjà en France et dans notre société. Il y a quand même déjà des belles choses qui sont proposées et dans ces situations-là. Mais parfois il y a des trous dans la raquette et ça existe. Et l'idée c'était de se dire comment, avec nous, notre savoir-faire, qui au départ était celui de l'activité physique adaptée, on va pouvoir apporter un complément d'accompagnement. Et j'insiste sur la complémentarité parce que pour moi, seul, on n'est rien. Et c'est tous ensemble qu'on construit vraiment un vrai parcours de prévention et d'accompagnement. Et c'est comme ça que nous, on a commencé à accompagner des personnes âgées, mais aussi de plus en plus des personnes en entreprise, des actifs, où on s'est dit, mais tiens, si on est âgé en mauvaise santé, il y a parfois aussi une histoire passée dans le milieu du travail, mais aussi par son parcours de vie personnelle et par la maladie. Et c'est là que l'association a pris aussi tout son sens de se dire d'accompagner le parcours de vie de l'enfant jusqu'à l'adulte, à la personne âgée, au travers notamment d'outils que sont l'activité physique adaptée, que nous on propose dans notre association, des programmes autour de la nutrition, et puis des programmes un peu plus globaux autour de séjours par exemple, où on va mettre un accompagnement psychologique, un accompagnement nutritionnel, on va donner des petits tuyaux aussi avec la réflexion sur son propre corps, avec des socio-esthéticiens, et de mettre un peu dans la balance tout un ensemble de professionnels qui vont pouvoir donner un peu de soutien, un peu d'outils pour continuer à vivre, et que finalement la vie prenne vraiment le pas sur la maladie. Et voilà, en quelques mots, l'association, c'est de l'accompagnement, autant sur de l'accompagnement individuel que collectif, parce que le lien social est vraiment important. Je pense que Carole pourra en témoigner mieux que moi, mais pour avoir participé aussi à des accompagnements individuels et collectifs, on voit vraiment aussi la force du collectif pour se sentir moins isolé et rebondir d'autant mieux, parce que souvent on se sent un peu seul, pas écouté, même si les proches sont là, essayent de faire au mieux. Parfois, l'employeur essaye aussi, mais c'est pas si évident. Et c'est pour ça que l'écosystème de l'ensemble des acteurs est important, parce que parfois, l'un peut actionner des choses en plus qui n'est parfois pas si simple
mettre en œuvre. Voilà, et nous, on est très fiers parce que c'est des gens, c'est de l'humain, c'est plus de 100 entreprises qui viennent nous solliciter chaque année, c'est 3000 salariés qui viennent trouver des réponses. Parfois, c'est un petit pas. Et nous, on a une baseline chez nous qui est importante, qui est de dire que les grandes victoires sont faites de petits pas. Et voilà. Et je pense qu'il faut aussi se dire que les petits pas vont se chercher chez l'un, chez l'autre, et qu'en ayant ce maillon de la chaîne, on arrive à faire toujours mieux. Mais dans ce que j'entends aujourd'hui, je vois en fait que c'est l'ensemble des acteurs qui réussissent à mieux accompagner, mieux aider et tout simplement réussir à donner une autre vision en fait à ce que peut être cette maladie dont on vient de parler. J'ai une dernière petite question à vous poser avant de terminer parce que oui, je sais, on passe un bon moment actuellement, mais il va falloir s'arrêter dans le podcast. Si vous aviez un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez sur le sujet dont on vient d'évoquer ? Vous avez le droit de prendre le côté employeur ou tout simplement peut-être le côté patient. Avant de commencer, moi, je voudrais juste quand même dire que, mais c'est en écoutant chacun et en rebondissant sur ce que Martin vient de dire, message que j'aimerais aussi faire passer, c'est que la maladie chronique, quelle qu'elle soit, diabète, cancer, c'est une épreuve de vie marquante quand même dans la vie de la personne, mais qui va solliciter de nombreuses ressources personnelles visant à affronter, au-delà des effets de la maladie, les effets des traitements, et qui va aussi, nous, en tout cas c'est mon cas, où on va s'orienter vers un voyage intérieur et on va se poser des questions existentielles. De l'ordre de nos propres angoisses sur qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, qu'est-ce que les autres pensent savoir de qui on est, et qui vont apprendre à se connaître un peu mieux. Et c'est tous ces acteurs qui vont nous permettre ça. C'est des associations comme Ciel Bleu, comme Oser Rebondir, comme SICOF, que j'ai pas encore cité, mais qui offrent un tas d'activités, on va dire, dites mentales. Et je pense que l'important, avant tout, et avant d'aller voir les acteurs, c'est d'essayer de se connaître aussi. Et on n'est pas fichu parce qu'on a une maladie chronique. On n'est pas uniquement défini par la maladie. On est tellement d'autres choses. Très bien. Merci beaucoup. Autre avis, mesdames, je vous laisse la parole. Je regarde tout le monde en même temps. Je tourne. Parler, communiquer, que ça soit du côté de l'employeur, que ça soit du côté du salarié. Parler. Dites que vous avez la trouille, dites que vous avez besoin d'aide et l'aide viendra. Finalement, on a tous envie d'aider quelqu'un et on ne sait pas comment s'y prendre. Et si l'autre dit « j'ai besoin d'aide », à ce moment-là, il ouvre la porte et tout est gagné. Super. Ne pas rester seul et oser. Très bien. Oui, je renchérirais. C'est vraiment tout à fait identique. C'est ne pas rester seul. Dès le moment où Martin reprenait, c'est l'identification de cet écosystème. Dès qu'il y en a un, en fait, finalement, qui est sollicité, il va pouvoir peut-être faire le lien avec les autres acteurs. Donc même si le patient, même si le malade, en fait, quelle que soit sa pathologie, ne connaît pas tous ces acteurs, l'essentiel, en fait, c'est que entre ces acteurs, il y ait bien cette connaissance, en fait, mutuelle et que les choses puissent se mettre en place. Mais c'est vraiment ne pas rester seul. Très bien. Martin, pour conclure. Et j'ai un mot que j'aime bien qui est oser, effectivement. On est plein de doutes, on est plein de craintes. De part et d'autre, je pense que là, le sujet, il n'est pas tant mauvais employeur et bon salarié d'un côté, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qu'on peut tous faire pour aider. Et je pense qu'on est un peu démunis face à ce genre de situation. On a peur de blesser, on a peur d'abîmer la personne plus qu'elle ne l'est. La personne n'ose pas trop parce qu'elle a peur aussi peut-être de se dévoiler. Et je pense que la fragilité, elle est à tous les coins de rue. On est tous peut-être animés, chacun autour de la table et autour de nous par une forme de fragilité. Et par expérience, dès qu'on ouvre un peu son cœur, dès qu'on partage un petit peu, dès qu'on donne de l'écoute, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se délivrent. Et je pense aussi que ouvrir son cœur, partager, c'est apprendre sur soi. On fait apprendre aux autres. Et je pense que finalement, c'est là que pour moi le sujet est tellement universel et global que ce sujet-là aide tout le monde, aide le salarié, aide l'entreprise, aide ses collègues. Et de manière générale, moi je trouve que c'est une façon aussi de faire grandir notre société vers peut-être encore plus d'humanité. Très bien. Eh bien, merci pour ces beaux mots pour terminer. Merci à toute mon équipe d'expertes et d'experts pour ce podcast. On se retrouve pour de prochains épisodes. Sachez qu'il va y en avoir encore 2. Le prochain sera sur comment gérer l'absence et maintenir le lien avec le collaborateur.
J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Vous avez, et je vous le rappelle, l'occasion de pouvoir poser des questions en commentaire. N'hésitez pas. Elles seront envoyées vers nos experts et nos expertes qui pourront sûrement y répondre. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, très bon moment. C'était bien. Merci. C'était bon. À bientôt. On se retrouve dans le prochain podcast Résilience. Merci à vous.